Salut à tous! Alors je suis ravi de vous retrouver pour cette quatrième édition consacrée à ma collecte. Et comme vous allez le constater aujourd'hui, il y a du très très lourd, mais voilà, vous saurez ça d'ici quelques secondes. Alors nous allons commencer par un plaisir coupable, mais que j'aime toujours beaucoup, à savoir Con Air, Les Ailes de l'Enfer Extended Edition, Director's Cut en quelque sorte. Alors, il faut savoir que c'est un film toujours en ce qui me concerne. Je l'ai découvert en fin d'école primaire, quoi. J'avais 11-12 ans dans ces eaux-là. Et à l'époque, c'était un vrai plaisir. Enfin, ça l'est toujours maintenant, hein. Je veux dire, c'est un film que je peux continuer à regarder. Alors oui, les ficelles sont grosses. Il y a certains, on va dire, raccords qui sont un peu bizarres, hein. Notamment en ce qui concerne, spoiler pour les rares qui ne l'auraient pas vu, la mort de Cyrus, le grand méchant de l'histoire. Mais bon, bref. Mais moi, c'est un film, voilà, c'est toujours un plaisir. Moi, voir Nicolas Cage casser des gueules comme ça dans un avion en mode Musclor, voilà. Après, il faut dire que, ben voilà, c'est un Die Hard-like, hein, j'ai envie de dire. C'est Die Hard dans un avion, quoi. Vous prenez le même concept, le type au mauvais endroit, au mauvais moment, qui se voit contraint, un peu malgré lui, de jouer les défenseurs de la veuve et de l'orphelin, expression comme ça. Très bien, mais ce que j'ai toujours apprécié dans ce film, c'est avant tout son casting. Voilà, on n'a pas du tout un casting de film d'action. On a pour la plupart des acteurs, voilà, Nicolas Cage, John Cusack, John Malkovich, Steve Buscemi, Vin Rames, qui viennent essentiellement du cinéma d'auteur. Nicolas Cage, bon, même s'il avait fait The Walk de Michael Bay un an auparavant, avant c'était quand même Live in Las Vegas qui lui a valu l'Oscar, Arizona Junior, Sailor et Lula, des films d'auteur, hein, quasiment faits par de très grands cinéastes américains. Et ici, le voir comme ça dans un blockbuster d'action bien bourrin, bien testostéroné, je vais dire, voilà, ça a toujours son petit plaisir. Et comme je le disais, hein, au second rôle, on a Steve Buscemi, lui aussi habitué à du cinéma indépendant américain, comme ça, dans une sorte de personnage à mi-chemin entre Hannibal Lecter et Ted Bundy, en quelque sorte de cannibale comme ça, pédophile. Enfin bon, ça reste un film grand public, hein, je veux dire, il y a rien de glauque, et cetera. Et voilà, c'est juste un petit peu suggéré, enfin suggéré, bref, voilà. Et alors voir John Malkovich comme ça, voilà, qui s'amuse à jouer les bad guys, cabotinage comme ça, des punchlines pour le coup, même en VF, je trouve que ça passe bien parce que oui, c'est l'un de ces rares films que je regarde en VF parce que la VF pour moi fait son taf et surtout qu'on retrouve les voix habituelles. Voilà, Nicolas Cage doublé par Dominique Collignon-Moura, sa voix régulière, hein, également celle de Luke Skywalker, Mark Hamill, enfin dans les premiers Star Wars. Edgar Givry qui double John Malkovich habituellement. Et voilà, donc pour moi, Con Air, bon plaisir coupable, ça me procure toujours autant de plaisir. Et voilà. Alors ensuite, alors là pour le coup, on passe à du très très lourd, l'un de mes films préférés tout simplement, No Country for Old Men. À mes yeux, le meilleur film des frères Cohen, pour moi, un pur chef-d'œuvre, voilà, je le dis comme ça. L'un des meilleurs films américains des années 2000, un des meilleurs films américains que j'ai vu de ma vie, je le dis tout net. Alors, autant de superlatifs, et pourtant, pour la petite anecdote, il faut savoir que c'est le premier film des frères Cohen que j'ai vu de ma vie. J'étais allé le voir au cinéma avec des potes. Et honnêtement, en sortant de la salle, on était perplexes. Bon, faut savoir que voilà, le film est sorti, en Belgique, en France aussi, je pense vraiment au tout début 2008, janvier 2008, parce que voilà, il était l'un des grands favoris aux Oscars, dont il a remporté les plus prestigieux à juste titre. Et bref, donc voilà, c'était encore l'époque où je faisais encore un peu attention aux critiques, et cetera. Et voilà, on sort de là et on se dit, ouais, oui, nomination aux Oscars, mais en gros, on n'avait pas compris, le sens du film. Enfin, on avait compris un peu, je vais dire, l'histoire, mais on comprenait pas où il voulait en venir. Alors je me suis dit que j'allais quand même aller le revoir, d'autant plus que je l'ai revu cette fois-ci en VO, ce qui était déjà, un petit peu mieux, hein, osons le dire. Et après, je m'étais dit, j'avais déjà un petit peu mieux mesuré les enjeux du film. Et alors après, une fois sorti en DVD, je l'ai acheté et alors là,
3e visionnage et là, vraiment grosse claque, c'est d'ailleurs à partir de là, enfin déjà un peu avant, que j'ai dévoré, la filmographie des frères Cohen et pour moi, bah, il faut savoir que No Country for Old Men marquait un véritable retour aux sources de leur part, hein, vu que les 2 films qu'ils avaient été avant avaient été quand même des échecs, bah, critiques et commerciaux, faut bien le dire, hein, Lady Killers et Intolérable cruauté, qui étaient des films, bon, pour les avoir vus effectivement, pas extraordinaires, donc qui étaient des remakes, mais ouais, voilà, sans grande originalité, voilà, même si on reconnaissait un petit peu leurs pattes. Et alors ici, bah, avec No Country for Old Men, qui est donc l'adaptation d'un roman du même titre de Cormac McCarthy, que je n'ai pas lu hélas, bah, il faisait un retour, en très grande forme. Alors après, bah, voilà, c'est faut savoir aussi que c'est voilà, si vous ne connaissez pas les frères Cohen, j'ai envie de dire, ne commencez pas par celui-ci parce que c'est pas l'un des plus accessibles. Je vous dis, il y a cette faille qui nous avait un peu rébuté, moi et mes potes, mais justement, je vais dire, plus vous y pensez, plus vous regardez le film et plus en fait cette fin, elle est d'une logique absolument implacable, hein. Bah, c'est d'ailleurs l'un des sous-titres du film, hein, Implacable et voilà, donc voilà, le film se présente, on va dire, comme une espèce de, bah, entre guillemets, de faux film d'action, faux film de poursuite. Il avait été un peu vendu comme ça à l'époque d'ailleurs, film de poursuite, alors qu'en fait, bah, pas du tout, quoi. Donc on a une histoire, de traque, hein, je veux dire, voilà, où on a, un chasseur ordinaire, Josh Brolin, dont la carrière va exploser par la suite, qui était avant, cantonné au second rôle, qui va donc se faire pourchasser par un psychopathe, donc formidablement interprété par Javier Bardem. Et alors au milieu de tout cela, on a un vieux shérif, le old man du titre, joué par, Tommy Lee Jones, qui est complètement désabusé. Et alors voilà, sans en dire trop, bah, on a la fin du film qui va à l'encontre de tout ce qu'on peut attendre, en termes de fin classiques, hein, donc en gros, la fin qui voudrait que le gentil, tue le méchant, en protégeant sa dulcinée à la fin. Là, on est aux antipodes de tout cela et on se rend compte que c'est pas du tout ce qu'ont voulu raconter les frères Cohen. En gros, on a un film qui, beh, je veux dire, très mélancolique et très philosophique sur, l'Amérique post-Vietnam, donc une Amérique, qui fait face à une nouvelle violence qui est donc née du conflit, post-Vietnam et qui surtout ne sait, absolument pas la gérer. Une violence qui est symbolisée par le personnage d'Anton Chigurh, donc le tueur fou, interprété par Javier Bardem, un tueur qui, bah, qui résiste à tout, hein, je veux dire, c'est, même si le film n'a rien de fantastique, voilà, c'est un croisement entre le Michael Myers, donc d'Halloween, et le Terminator. On voit qu'à un moment donné, il est blessé, il arrive à se recoudre, et cetera. Et en fait, ce personnage, Anton Chigurh, hein, je veux dire, qui est sans limite, totalement inarrêtable, même si au départ, bon, on apprend qu'en fait, c'est à la base, c'est un tueur à gages, donc qui obéit pour, je vais dire pour un comité de tueurs, je vais le dire comme ça. Bon, en fait, au final, c'est pas du tout ce qui le motive, hein. Donc c'est vraiment le mal à l'état pur, comme ça, sans limite, sans idée fixe, avec en plus Javier Bardem, voilà, qui a enfin, je veux dire, cet accoutrement improbable, cette coiffure à la Mireille Mathieu, qui se trimballe avec sa bonbonne de gaz, pendant tout le film, qui ne se contente pas de tuer, que des trafiquants. Il tue littéralement tout ce qui se trouve sur son passage, des petits vieux, des femmes, enfin vraiment, complètement inarrêtable et qui est justement donc, le personnage d'Anton Chigurh, la métaphore de cette Amérique qui fait face à ce nouveau mal qu'elle ne peut plus contrôler, quoi. Je vais dire donc, voilà des hommes d'un nouveau type. Alors est-ce que le personnage joué par Javier Bardem a fait le Vietnam ou pas? Ça, c'est on ne le sait pas et honnêtement, on s'en fiche un peu. Et au milieu de tout cela, on a le vieux shérif, hein, le vieil homme du titre, donc joué par Tommy Lee Jones, bah, qui lui, commence à être de plus en plus blasé par son métier, surtout face à un pays qu'il ne reconnaît plus. Voilà. Il est là face à un pays dans lequel des hommes n'hésitent plus à se tuer pour une poignée de dollars. Je vous disais, il y a un vrai parfum de western dans le film, donc il y a pas de mauvais jeu de mots. Voilà et qui en plus sont prêts, à toutes les manœuvres pour, arriver à leur fin. Bah, notamment, je vous disais, la bonbonne de gaz, de Cheers et ce genre de choses. Donc on a vraiment comme ça, pour le coup, un vrai film d'auteur, hein, dans lequel, bah, les frères Cohen, questionnent la nature du mal, la nature profonde de la violence, telle quelle et alors aussi, les rapports, entre l'Amérique et la violence. Je le disais, le film se situe au début des années 80,
donc à une époque encore fort marquée par le Vietnam. Et puis avant ça, les assassinats de Kennedy, en fait du président Kennedy, de Martin Luther King, Malcolm X, etc. Donc un pays enfin, voilà, qui est encore en proie à la violence. Et là, vraiment, enfin, je veux dire, on a vraiment un point de vue très passionnant et à la fois philosophique et mélancolique des frères Cohen, tout en faisant du grand cinéma, parce que je n'ai pas encore dit, mais la réalisation est impeccable. On rien que les plans d'ouverture comme ça qui s'ouvrent sur les plans, des plans, désertiques, des plans de routes désertiques comme ça, de paysages, complètement désaturés avec des lumières écrasantes où, c'est quasiment un paysage de fin du monde, hein. Je veux dire, à la limite, si on ne le savait pas, on pourrait presque croire qu'on est dans un Mad Max, quoi, hein. Bon, c'est un peu ça l'idée. Et voilà, plus le fait que chacun des personnages, bah, se sait vouer, plus ou moins à un sort funeste. Enfin vraiment, voilà, il y a énormément de choses à dire, sur No Country for Old Men et rien que de vous en parler, ça me donne envie d'en faire une vidéo, pourquoi pas un jour. Mais si vous ne l'avez pas vu, vraiment jetez-vous dessus, c'est une merveille, vraiment, j'en ai la chair de poule rien que d'en parler. Seulement, voilà, si vous ne connaissez pas encore la filmo des frères Cohen, je le répète, ne commencez peut-être pas par celui-ci, commencez peut-être par Fargo, qui, est considéré aussi comme l'un de leurs meilleurs films et qui en plus entretient des rapports avec No Country for All Men. On retrouve un peu le thème des hommes corrompus par l'argent, prêts à tuer pour l'argent et alors un peu du même personnage, qui fait face à une situation qu'il ne contrôle pas, quoi, hein. Dans Fargo, on a la jeune femme flic enceinte jouée par, Frances McDormand, qui sera oscarisée d'ailleurs, hein, pour, le rôle, qui est un peu l'équivalent, bah, du vieux shérif, hein, donc Tommy Lee Jones, dans No Country for Old Men. Donc voilà, je le répète, regardez-le, si vous avez l'occasion, c'est une merveille. Alors, eh bien, on va continuer donc encore avec du lourd. Mais celui-là, vous le connaissez tous, ça, je vais pas vraiment revenir là-dessus. Robocop, le seul, l'unique de Paul Verhoeven. Alors, je dis le seul, l'unique, mais j'ai pas vu les autres suites, ni les prequels, reboot ou Dieu sait quoi d'autre. Et pour moi d'ailleurs, ça fait peut-être un peu prétentieux de le dire, mais il se suffit à lui-même. Alors, je sais bien que le 2, réalisé par Irving Kirchner, à qui l'on doit l'Empire contre-attaque, et paraît-il, pas mal. D'ailleurs, je vous invite à me dire dans les commentaires si, bah, ce que vous en pensez, de Robocop 2, si vous l'avez vu, mais je vous avoue qu'il ne me tente pas des masses. Moi, pour moi, bah, Paul Verhoeven le dit lui-même, hein, il a tout dit à partir du premier, raison pour laquelle, il voulait pas s'engager dans une suite. Il faut savoir que Paul Verhoeven, de base, n'était pas, vraiment intéressé par le sujet, parce que pour lui, c'était limite un film d'action, bourrin comme il y en avait tant d'autres. Et c'est sa femme qui, en relisant le scénario qu'il avait mis à la poubelle, et oui, comme quoi, qui lui a dit qu'il ferait bien de le relire parce qu'il y avait pas mal de questions qui pouvaient l'intéresser, notamment tout ce qui touche à la religion. Et il est quand même question, hein, je veux dire, de résurrection christique. On peut le dire, hein. On a d'ailleurs une séquence où on voit Robocop marcher sur l'eau, donc c'est peu dire. Et si vous connaissez un petit peu le cinéma de Paul Verhoeven, ben voilà, c'est un peu le leitmotiv de son cinéma, c'est le sang, la religion et le sexe. Enfin, plutôt la violence, la religion, le sexe. Il le dit lui-même, c'est pour lui les trois principes fondamentaux de l'humanité. D'ailleurs, Paul Verhoeven, je ne l'ai pas dit, mais qui fait partie de mes cinéastes préférés. Si vous avez l'occasion de revoir son œuvre, et pas seulement sa période américaine, hein, parce que voilà, Basic Instinct, Starship Troopers, Robocop, etc., c'est très bon, mais sa période hollandaise est tout aussi passionnante, hein, avec notamment Soldier of Orange, euh, Spetters aussi également, très bon. Voilà, Turkish Delight, fait vraiment de vrais bijoux. Et donc voilà, Robocop, je vais pas en dire plus, c'est pour moi toujours petit bijou du cinéma d'action, plus de 35 ans après, c'est toujours très puissant, avec en plus, et ce qui me fascine, hein, c'est que en plus d'être un très bon film d'action, on a également, hein, une vraie satire comme ça de la société américaine, hein, à la fois de la société de consommation, à travers notamment ces écrans procédés que Paul Verhoeven et Ed Meyer, donc
scénaristes de Robocop, qui sera également celui de Starship Troopers, reprendront donc pour Starship Troopers, où en gros vous avez les écrans télé, où vous voyez, ben voilà, dans Robocop, hein, le petit vieux, hein, l'espèce de vieux pervers comme ça, entouré de deux putes, et je le dis comme ça, mais c'est le mot, voilà, de deux putes, qui est là, I take all for $1. C'est vous dire une petite idée du degré de satire de la société et plus encore, ben, je veux dire, oui, hein, une dénonciation, j'ai envie de dire, de la corruption judiciaire. Même encore une fois, ici, c'est poussé à l'extrême, vu que Robocop est né, hein, il faut le dire, de la part de politiciens corrompus. Donc voilà, donc très bon film d'action, matinée d'une satire très récente sur la société américaine. Donc voilà, Robocop, je le présente plus. Bijou, voilà, chef-d'œuvre, même, je pense on peut le dire. En cas de Paul Verhoeven. Alors ici, on va passer sur du cinéma d'animation, donc avec Le Chapeauté. Donc ici, vous connaissez un peu le personnage, donc il s'agit d'un spin-off centré sur l'un des personnages secondaires de la saga Shrek, donc Le Chapeauté, qui a droit à son propre film. Il y a d'ailleurs la suite qui est sortie il y a peut-être 2 3 ans d'ici et qui est tout aussi réussie que le premier. Alors je dois bien vous avouer que le premier, je l'ai pas revu depuis quelques années, mais dans mon souvenir, voilà, c'est du bon cinéma d'animation. Bon, vous me direz, on est chez DreamWorks, donc les graphismes, l'animation, la 3D sont très bien rendus. En termes de doublage, ben voilà, pour la VO, hein, on a Antonio Banderas qui, voilà, nous fait profiter de la chaleur de son accent latino qui colle bien au personnage. On a également dans le rôle de sa dulcinée la magnifique Salma Hayek, rien que d'en parler. Bon, bref, passons. Et voilà, donc bon duo. Et alors aussi, de ce que je me rappelle, une bonne histoire aussi. Il est question de sauvetage. Donc vraiment, bon spin-off, bon petit film d'animation. Alors, maintenant, nous allons passer, je le disais, dans du très très lourd, puisque je vais vous parler de Billy Wilder, l'un de mes cinéastes préférés, donc je vais dire grand réalisateur de l'âge d'or d'Hollywood, donc des années 50, 60 et même un peu après. Alors, on commence ici avec Ariane, avec voilà l'une de mes actrices préférées, Audrey Byrne. Voilà, beau casting, vous le voyez, Audrey Byrne, Gary Cooper, Maurice Chevalier, et une histoire pour moi très très touchante, hein, je veux dire, l'histoire d'une jeune femme, hein, donc Audrey Byrne qui va s'éprendre, hein, je veux dire, d'un homme un peu plus âgé qu'elle, voilà, joué donc par Gary Cooper. Et au milieu de tout ça, on a le père d'Audrey Byrne, hein, joué par Maurice Chevalier, bah, qui, voilà, qui est très attaché à sa fille et qui en même temps va se montrer très paternel tout en étant conscient de, bah, des risques qu'il va y avoir, hein. Je veux dire, bon, le film, voilà, se passe, dans les années 40-50, à l'époque où la société était encore, très, très stricte, très coincée, même si vous me direz, c'est peut-être encore le cas aujourd'hui, mais voilà. Et à côté de ça, donc, je veux dire, alors, j'ai plus vu le film depuis un moment, je dois bien l'avouer, mais voilà, déjà, on a une très bonne, prestation d'Audrey Hepburn qui est vraiment tout en retenue, qui joue le rôle, voilà, d'une jeune femme qui est, voilà, normale, j'ai envie de dire, donc ni trop naïve, ni trop ingénue, qui est plutôt intelligente, hein, même, cultivée. C'est, faut savoir d'ailleurs que Wilder, ben voilà, il tournera autant avec Audrey Hepburn et avec Marilyn Monroe. On aura d'un côté, un peu, voilà, la brune sophistiquée, cultivée, hein, Audrey Hepburn au charme discret et d'un autre côté, bah, la blonde pulpeuse, un peu naïve, pour pas dire parfois même un peu simplette, hein, jouée par, Marilyn Monroe, hein, c'est un peu ça l'idée. Et alors Wilder, il faut savoir que c'est un réalisateur, qui justement, ne manquait pas une occasion de s'attaquer, à la pudibonderie et même, j'ai envie de dire, aux faux semblants de la société de manière générale et aussi à tous les tabous. Alors il faut savoir qu'ici, ben voilà, le tabou du film, hein, je pense que vous l'aurez compris, c'est, entre guillemets «une histoire d'amour, impossible entre une jeune femme et un homme, beaucoup plus âgé qu'elle», voilà. Et alors, la grande force du cinéma de Wilder, c'est d'arriver à rendre ça, entre guillemets «tolérable» et aussi touchant. Voilà, c'est d'ailleurs pour moi ce que j'admire énormément chez lui, c'est que, il était capable de traiter des sujets, les plus crus d'ailleurs, il y en a d'autres que je vais vous énumérer ici,
mais tout en faisant preuve à la fois de subtilité, avec aussi beaucoup d'humour et de tendresse. Et alors au niveau de l'humour, c'était pas du tout un humour, graveleux, voilà. C'est un humour qui jouait beaucoup sur le comique de situation, le comique de mots aussi. Bon, si vous avez vu, hein, sans doute, sa comédie la plus célèbre, si pas son film le plus célèbre, Some Like It Hot, certains l'aiment chaud, hein, donc avec Marilyn. Aussi, Tony Curtis et Jack Lemmon, ben, voilà, le film joue bon, il y a le comique de travestissement aussi, hein, mais il y a aussi, voilà, tout le comique de situation, tout le comique de mots, avec en plus, comme ça, la dénonciation des travers de la société en général, toute la question aussi du sexisme qui est dénoncée, avec en plus parfois des sous-entendus, voilà, qui pourraient partir facilement dans le graveleux ou dans la vulgarité, mais que Wilder arrive à chaque fois à éviter, qu'il arrive à éviter, non seulement de par sa très bonne direction d'acteur, hein, que ce soit Tony Curtis ou même Marilyn Monroe, dont il utilise l'érotisme avec, parcimonie, et donc il arrive à rendre ça, crédible, quoi, je veux dire. Voilà, en leur faisant dire des dialogues, on va dire, sophistiqués, quoi, hein. Je veux dire, certes, des dialogues à double sens, mais sans aucune grossièreté, toujours avec finesse et en plus dans des situations qui, peuvent s'avérer abracadabrantesques, mais qui en même temps, peuvent aussi, être crédibles, voilà. Je dis toujours Billy Wilder, c'est un peu, l'antithèse des frères Farrelly. Voilà, voilà, je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de le dire, mais les frères Farrelly, donc les réalisateurs de Dumb and Dumber, Marie à tout prix, Food Irene et tout ce genre de choses, voilà, qui veulent dénoncer les travers de la société américaine, mais à chaque fois en lorgnant du côté du pipi caca, du vomi, du dessous de la ceinture, en prétendant se moquer voilà, des handicapés, des noirs, des trisomiques, etc., mais qui en même temps, voilà, le font avec aucune subtilité, en utilisant l'humour le plus grivois qui soit, et en plus de manière sans aucun sens, j'ai envie de dire, hein. Bon voilà, si vous voyez la scène, Marie à tout prix, des toilettes, hein, et puis, du gel, hein, vous voyez, je pense que vous voyez de quoi je parle. Bah, moi, ça ne me fait pas rire, ça me consterne. Enfin bon, voilà, pour vous donner un exemple. Mais revenons à nos moutons, donc Billy Wilder, donc autre film, et là, sujet beaucoup plus brûlant, donc uniforme et jupon court. Alors celui-ci a fait beaucoup plus graisser des dents, dans la mesure où il raconte une histoire d'amour entre un homme d'âge mûr, hein, joué par Ray Milland, et une fille mineure, hein, donc une jeune adolescente, Ginger, enfin interprétée par Ginger Rogers, qui dans le film, je pense, a, environ 14 ans. Alors là, vous me direz, c'est, plus que limite, d'autant plus que Wilder, beh, réutilise un petit peu, l'humour habituel, et il va jouer sur les comiques de situation, encore une fois, le comique de travestissement, vu qu'ici, on a donc cette jeune fille, hein, cette jeune adolescente jouée par Ginger Rogers qui, pour séduire un officier, va se faire passer elle-même pour une officière, et il va tomber dans le panneau, voilà. C'est alors inutile de vous dire qu'aujourd'hui, vous feriez un remake de ce film, ça ferait grincer des dents, je vais dire, voilà. Mais alors c'est pas forcément mon Wilder préféré, hein, je veux dire, c'est bon voilà, il est drôle, le comique, de situation est toujours efficace, les acteurs, voilà, sont bien, il y a une vraie alchimie entre les 2. Mais voilà, pour moi, c'est pas le plus aspiré, j'ai même envie de dire que par moments, même si, bon, il évite, hein, je vais dire, de sombrer comme ça dans le piège, hein, je vais dire, de la vulgarité ou même, du choc que pourrait causer un tel sujet, mais il y a quand même, je veux dire, un côté un peu, je dirais pas malaisant, mais, voilà, il y a quand même, on se dit que enfin, voilà, c'est quand même peu bizarre à regarder, quoi, je veux dire, et je trouve que pour le coup, encore une fois, je l'ai plus vu depuis quand même, 5 ou 6 ans, et voilà, bah, je vous dis, hein, j'ai même un petit peu du mal à vous en reparler parce que c'est un film qui, bah, voilà, qui m'a pas forcément marqué. Il faudrait peut-être que je le revoie à l'occasion, et qui repose, encore une fois, plus sur son duo, mais il y a beaucoup de duos, hein, dans les films de Wilder, voire même des trios, hein. Prenez encore une fois Certain M Show.
mais je trouve qu'on est quand même loin de la subtilité et alors aussi de la magie, hein, je n'ai pas encore dit de ces autres films. Et alors, cette fois-ci, donc, bah, voilà, spéciale première, hein, où là, on est clairement, hein, pour le coup, dans un buddy movie, hein, donc toujours de Wilder avec Jack Lemmon et Walter Matthau, qui constituaient, hein, donc je vais dire l'un des meilleurs duos, je vais dire, interprètes du cinéma américain, hein, qui après ont fait pas mal de films, notamment, même beaucoup plus tard, Les Grincheux et Les Grincheux 2, que je n'ai pas vu. Et alors ici, dans Spécial Première, bah là, on est dans de la comédie pure souche, hein, je veux dire. Voilà, ici, Wilder va surtout dénoncer les travers de la justice, vu qu'il est question, je vais dire, de condamner à mort qui est enfin, je veux dire qu'il doit se faire exécuter, mais est-ce qu'il est vraiment coupable ou pas? Mais voilà, on est vraiment dans le ressort de la comédie, où cette fois-ci Wilder dénonce à la fois les travers judiciaires et les travers de la presse, et voilà. C'est assez drôle, bon, le film vaut surtout pour son duo d'acteurs, hein, Jack Lemmon, Walter Matthau, mais vraiment, c'est du pur plaisir. Alors ici, la valse de l'empereur, hein, donc voilà, donc avec Bing Crosby et Joan Fontaine, où là pour le coup, ben voilà, on a une comédie musicale pour le coup. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais moi, les comédies musicales, ça fait deux. Mais ici, voilà, encore une fois, ça fait longtemps que je l'ai vu, mais ça passe encore. Voilà, on ne chante pas toutes les 2 minutes. L'histoire, qui est d'ailleurs assez simple, d'ailleurs, je trouve, pour celui-ci, où en gros, le but de l'histoire, donc c'est, voilà, donc, je veux dire, un empereur et sa concubine qui vont se retrouver comme ça plongés dans le vrai monde et qui vont devoir un petit peu s'entraider. Ça joue beaucoup sur les quiproquos, comique de situation, encore une fois, et voilà, donc ça passe bien, mais je vous avoue, pour moi, ça fait pas partie forcément des sommets de sa carrière. Alors, vous allez me dire, oui, tu dis que Billy Wilder est ton cinéaste préféré, mais alors attention, j'adore, enfin, je veux dire, j'adore la majorité de ses films, mais voilà, il y en a quand même, je dirais, 10% pour lequel j'ai un petit peu moins d'affinité, et celui-ci, bah, pour tout vous dire, voilà, c'est pas de ceux que j'ai le plus retenu. Il est même question d'une affaire de chien, hein, je veux dire, vu que voilà, tout va reposer également sur une sorte de relation entre le chien de l'empereur et celui de la danseuse, hein. Alors là, ici, pour le coup, on est donc dans du Wilder, je vais dire, de plus haut niveau, avec la Scandaleuse de Berlin, où là, vraiment, voilà, l'une de ses œuvres, je dirais, les plus matures, parce que c'est vrai que je parlais tout à l'heure que Wilder, l'une de ses spécificités, c'était de parler des travers de la société, mais c'est aussi quelqu'un qui a été fortement marqué par la guerre, bah, qui sera d'ailleurs le sujet d'un de ses films dont je vous parlerai dans quelques instants. Et alors ici, avec la Scandaleuse de Berlin, donc avec Marlène Dietrich, donc il est quand même question, je vais dire, bah, d'espionnage, hein, donc l'histoire, donc je vais dire, d'un homme, donc John Lund, qui va devoir espionner en quelque sorte une femme qui serait membre ou pas du parti nazi, et forcément l'amour va s'en mêler, etc. Alors il y a quelques éléments comiques, mais on est aussi pas mal, je vais dire, dans le tragique. Voilà, c'est notamment de ces deux personnages, hein, je vais dire, assez attachants. Et alors, on est en pleine Seconde Guerre mondiale, hein, donc forcément, on est dans quelque chose de dur, hein, je veux dire, de sombre. Mais encore une fois, on a de grands moments comme ça, des dialogues, voilà, assez, je dirais pas accru, mais c'est un peu provoquant pour l'époque. On a également des numéros de chant très bien orchestrés par Marlène Dietrich. Alors, le film va également beaucoup se moquer des nazis, à savoir que je ne l'ai pas précisé, mais Billy Wilder est d'origine polonaise et il se présenta longtemps comme l'un des plus farouches opposants au régime nazi. Et ici, ça sent qu'il a vraiment envie de régler ses comptes avec tout ce merdier. Voilà, je vais le dire comme ça, et c'est le meilleur mot. Et donc, voilà, donc l'intelligence, je vais dire, de ce film est d'entremêler à la fois la comédie et également la tragédie, avec aussi certaines dénonciations
travers de la guerre. Alors, maintenant, alors celui-là, je vais peut-être moins en parler parce que j'en ai moins de souvenirs. Avanti, donc avec, Jack Lemmon et Juliette Mills, où là, pour le coup, on est dans de nouveau une histoire d'amour. Enfin, bien que c'est une comédie, hein, mais je veux dire, voilà, une histoire entre 2 personnages que tout oppose, donc riche homme d'affaires, donc joué par Jack Lemmon et je veux dire une fille donc qu'il va rencontrer un petit peu par hasard comme ça, qu'il va faire passer pour, sa maîtresse pour des raisons, d'éthique et la fille en question est jouée par Juliette Mills. Alors voilà, c'est la fille, tout le comique va jouer là-dessus, hein, que Jack Lemmon va vite se rendre compte que la fille en question, qu'il veut faire passer pour sa maîtresse, est pas forcément un canon de beauté, qu'elle est plutôt vulgaire, grossière même et donc tout l'enjeu du film va être de la rendre, un tant soit peu sophistiquée, hein, je veux dire comme on dit et justement, ce serait une manière également pour Jack Lemmon de réapprendre à vivre, si je puis dire, au contact de cette femme, Jack Lemmon qui joue le rôle d'un homme d'affaires qui complètement désabusé par la vie, qui prend les femmes, plus comme des objets, comme des passades, qui vite expédiées, vite vues, vite oubliées. Et justement, le contact avec cette femme, assez ronde, un peu ingrate, on va dire, physiquement parlant, qui va, l'aider à retrouver, ce qu'il avait perdu, en tant qu'homme. Voilà. Alors, ici, pour le coup, on n'est plus du tout dans la comédie, mais on est, de nouveau un peu dans le film de guerre, hein, je veux dire, donc Les 5 secrets du désert, qui n'est pas le plus connu des films de Billy Wilder, et ici, qui est même, assez sombre. Mais vous voyez, on a Eric von Stroheim, je veux dire, en acteur principal, hein, grand réalisateur, du muet, voilà. Et alors ici, encore une fois, en termes d'intrigue, on est quand même assez proche de La Scandaleuse de Berlin que j'ai évoquée il y a quelques secondes. Mais cette fois-ci, on n'est plus, du tout dans la comédie, on est même plutôt dans le drame, parce que Wilder, je le précise, n'a pas fait que des comédies, il a fait également des drames et même je vais dire des films noirs, hein, Assurance sur la mort, vraiment, pour moi l'un de mes films préférés, vraiment. Et alors je le disais, des drames avec Sunset Boulevard que je n'ai pas ici malheureusement, mais ici dans Les 5 secrets, du désert, on est de nouveau donc dans cette fois-ci vraiment dans le pur film de guerre où, il sera vraiment question, je vais dire, de trahison, de tristesse, mais là, on n'est plus du tout dans la comédie, je le répète, mais dans le drame pur et dur. Et la grande question de Wilder, ça va être de questionner un peu la nature humaine. Savoir est-ce que l'homme peut rester bon quand il est confronté comme ça au mal absolu. D'ailleurs, tout au long de sa carrière, Wilder aura beaucoup questionné la nature de l'homme, et que ce soit l'homme comme ça, confronté à son propre mal, je vais dire, par le biais de la guerre, ou même confronté à sa propre nature d'homme à part entière dans ses comédies, voilà, plus sophistiquées, comme certaines M. Shaw, comme La Garçonnière aussi, dont je vais un peu vous parler dans quelques instants. C'est tout ça vraiment qui le questionne. Voilà. Et alors ici, donc, Stalag 17, le film dont j'évoquais brièvement tout à l'heure, où là, cette fois-ci, on est encore une fois, je vais dire, dans la guerre, où on suit en fait tout un régiment de prisonniers enfermés dans un camp de concentration, hein. Donc on a William Holden, Don Taylor et Otto Preminger, en fait, dont le but va être de s'échapper de ce camp de concentration. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est pas la grande évasion est sortie quelques années après, mais voilà, c'est pas du tout. C'est pas un remake. Enfin, j'ai envie de dire la grande évasion est sortie après, mais voilà, c'est pas du tout le même film. Là, encore une fois, on est dans quelque chose, pour le coup, de très sombre, où il est question de relations entre les hommes. On a même des images comme ça très dures, littéralement dans les camps de concentration. Le film est à huis clos, hein, je veux dire, on ne voit quasiment pas la lumière du jour. On va voir ces différents hommes confrontés à la nature humaine dans ce qui est la plus bestiale et perdent de plus en plus tout sens moral, hein, vu que forcément, ils doivent, voilà, ils n'ont plus vraiment de quoi se nourrir, de quoi, relativiser. C'est vraiment, confronté à une situation comme ça, très inhumaine, voire même franchement inhumaine.
et là, pour le coup, c'est vraiment pas le plus, j'aime beaucoup ce film, hein, je veux dire, mais le plus, joli, je dirais, des films de Wilder, mais vraiment, voilà, si vous avez l'occasion, je veux dire, regardez-le. À savoir que William Holden a obtenu l'Oscar également du meilleur acteur pour ce film, mais ils sont tous très bons de toute façon. Je veux dire, voilà, on sent que les acteurs, bon, faut dire aussi que c'était un peu leur époque, hein, se sont sentis impliqués sans doute par ce conflit, mais il y a vraiment une vraie relation de camaraderie entre eux et ça se sent à travers l'écran. Alors, last but not least, ce magnifique coffret. Alors oui, vous m'excuserez, il est pas tout à fait, je veux dire, frais, mais voilà, donc encore quelques autres films de Wilder, hein, donc voilà, Irma la douce, avec Shirley MacLaine et Jack Lemmon. Alors, Irma la douce, qui est pas forcément le plus apprécié de Wilder, bon, c'est vrai que c'est l'un de ses films, on va dire, les plus radicaux, qui parle aussi de prostitution. Bon, Irma la douce, hein, donc qui est une prostituée jouée par, Shirley MacLaine et donc qui va se rapprocher, je vais dire, quelque part, du personnage, donc je vais dire de Jack Lemmon, hein, qui joue Nestor, donc un flic comme ça, un peu simple d'esprit, qui a une conception de la vie comme ça un peu, infantilisante. Bah, d'ailleurs, enfin, je veux dire, c'est vraiment par le biais de Shirley MacLaine qu'il découvre l'existence de la prostitution. Il ne savait même pas que ça existait, donc voilà. Et par le biais de ce personnage, Irma la douce, donc Shirley MacLaine va, progressivement ou pas reprend goût à la vie. Alors je disais, c'est pas forcément son plus apprécié, certains le trouvent vulgaire. Je vois pas vraiment pourquoi. Encore une fois, il y a rien de graveleux et puis il y a, bah, je veux dire, il y a quasiment pas de sexe, hein. Je veux dire, c'est pas ce qui intéresse Wilder. Wilder, de toute façon, a toujours été dans la suggestion, hein, notamment dans alors je sais pas si j'aurai vraiment l'occasion d'en parler aujourd'hui, mais voilà, si vous avez vu cette autre réflexion avec, Marilyn, et ben, vous voyez que, bah, voilà, pour, évoquer une scène de sexe, bah, plutôt que de montrer un coït, bah, voilà, on va voir un soutien-gorge accroché, je vais dire, à une armoire ou, une culotte accrochée à une armoire ou des barésies ou ce genre de choses, mais ça n'ira pas plus loin. Encore une fois, ce qui l'intéresse, c'est vraiment, de scruter, les rapports humains, les valeurs humaines, donc voilà. Alors ici, un film qu'il faudrait que je revoie parce que j'en ai pas souvenir intact. Un, 2, 3. Donc avec, voilà, pas mal de casting et James Cagney dans le rôle titre, où là encore une fois on est, si je me souviens, sur, du comique, de situation où en gros c'est une histoire donc qui se passe quelques années après la fin de la Première Guerre mondiale, au début des années 60, où on a, une jeune journaliste qui arrive à Berlin, qui va vouloir monter en grade, mais, va s'ensuivre toute une série de quiproquos et cetera. Je suis désolé, hein, mais je vais pas avoir vraiment grand chose à dire sur ce film parce que je ne l'ai vu qu'une fois il y a 5 ou 6 ans et voilà, il faut voilà, c'est pas forcément celui qui m'a le plus, je vais dire marqué, mais voilà, à l'occasion, il faudrait vraiment que je le retente. Et alors ici, là, on passe pour moi, bah, l'un des chefs-d'œuvre, hein, pour moi de Wilder, hein, La Garçonnière. C'est vraiment donc Jack Lemmon, Shirley MacLaine et Fred MacMurray, où là encore une fois, vraiment Wilder, bah, il s'en donne à cœur joie pour dynamiter la bien-pensance, et j'ai envie de dire de la société américaine, où bah, j'ai envie de dire quelque part, le sujet, ça pourrait un peu s'apparenter à celui du dîner de con, en quelque sorte. Donc, c'est-à-dire, on a un type, en apparence, un pauvre type, je dis bien en apparence, joué par Jack Lemmon, dont le patron va profiter. Donc, en fait, c'est ça. Donc, le patron de Jack Lemmon va demander, enfin, je veux dire, va lui demander, donc le patron va demander donc à Jack Lemmon de pouvoir emprunter son appartement pour se livrer donc à des parties de jambes en l'air, hein. Donc, du jour au lendemain, son appartement va devenir une garçonnière. Oui, sauf que bah, Jack Lemmon, il n'est pas totalement naïf dans l'histoire parce qu'il accepte, parce qu'il est rémunéré. Donc voilà, donc c'est ça aussi que Billy Wilder aussi questionne, hein. Je veux dire, jusqu'où on est prêt à aller pour se faire accepter, parce qu'on apprend qu'en fait, Jack Lemmon n'accepte pas ça forcément pour l'argent, il l'accepte aussi
bah, pour se faire accepter parce qu'il sent bien qu'on profite de sa naïveté, qu'on ne le respecte pas, qu'on ne le traite pas comme un homme. Et puis alors on va voir ce personnage comme ça de secrétaire joué par Shirley MacLaine qui va justement, remarquer en cet homme, hein, le fait qu'il ne se sente pas à sa place, qu'il se sente même un peu, mal aimé et qui va, se rapprocher de lui, jusqu'à, tomber, bah, amoureuse de lui, voilà. Je vais le dire comme ça. Alors cette fois-ci, alors pour le coup, ça a été un gros coup dur dans la carrière de Billy Wilder, gros échec. Donc «Embrasse-moi idiot» ou «Kiss me stupid», j'aime beaucoup le titre anglais. On a Dean Martin, Kim Novak et Ray, Walston. Et alors là, pour le coup, alors là, il est vrai qu'on est de nouveau, bah, un peu comme dans Irma la douce, il est question de prostitution où en gros l'histoire, ça va être que, voilà, donc le personnage donc de Ray, Walston va donc, héberger en fait durant une nuit un célèbre crooner, donc Dino joué par, Dean Martin. Et pour ne pas que sa femme tombe sous le charme de ce crooner, il va engager une prostituée jouée par Kim Novak, en faisant croire que c'est la femme de Dean Martin. Et alors là, pour le coup, on a un film, bah, qui a été un gros échec au moment de sa sortie et qui ne passerait certainement plus aujourd'hui dans la mesure où déjà on a le personnage de Dean Martin qui est vraiment, bah, qui pourrait s'apparenter à une sorte de d'Harvey Weinstein, en bah, voilà, dans la mesure où il traite vraiment les femmes de manière très bestiale, de manière, bah, voilà, très, obséquieuse, hein, je vais le dire comme ça. Et qui profite aussi de son pouvoir, son statut de crooner pour arriver à ses fins. On a également le mari un peu lâche, joué par Ray Walston, qui est d'une jalousie maladive à tel point qu'il ne remarque même pas que sa femme, l'aime comme un fou, voilà. Et alors on a au milieu de tout ça Kim Novak, dont c'est peut-être pour moi l'une des meilleures performances de sa carrière, avec évidemment Vertigo d'Hitchcock. Voilà, qui est plutôt un rôle de prostituée, mais qui, voilà, qui ici est pas du tout vulgaire, bah, que Wilder traite vraiment comme une femme sophistiquée, même, saine d'esprit. Et alors, ici, bah, de nouveau, ouais, beaucoup de comiques de situation, beaucoup de comiques de mots. Alors c'est vrai que ça fait pas toujours dans la finesse, je parle surtout au niveau des gags, hein, je veux dire beaucoup de gags reposent sur le paraître. Mais voilà, pour moi, ça reste un échec à justifier. On est quand même dans des bons dialogues. Certaines situations sont très cocasses, assez drôles, et surtout, bah, comme toujours, on a des personnages qui évoluent positivement. Et ça, bah, j'ai envie de dire, des fois, ça fait du bien à souligner. Alors, donc, pour terminer sur Billy Wilder, donc, vous m'excuserez, j'avais souhaité donc vous parler, voilà, de cet autre petit bijou, donc 7 ans de réflexion, voilà, le film dans lequel, pour moi, Marilyn Monroe n'a jamais été aussi belle, et pour cause, puisqu'elle incarne le rôle de la blonde. Et oui, elle n'a pas, en fait, je veux dire, on ne dira jamais comment elle s'appelle dans le film. Et alors, si vous connaissez un peu le titre, hein, je veux dire l'histoire d'un homme bah, dont la femme part en vacances avec son fils et qui lui, bah, parce qu'il est pris par son travail, doit les rejoindre après. Et c'est à ce moment-là, donc quand sa femme part en vacances, que une jolie blonde va débarquer, qui est donc sa nouvelle voisine du dessus. Et alors, face à, vous le voyez, hein, je veux dire, à beauté de Marilyn Monroe, il va tomber des nues, hein, je veux dire, vu que et donc il va d'abord s'imaginer toute une série de fantasmes, mais des fantasmes, soft, hein, je veux dire, c'est un glauque. Et il va se mettre en tête de la séduire tout en ayant peur pour son mariage, pour son couple, d'où le titre «7 ans de réflexion», hein. Je veux dire, on dit toujours après 7 ans de mariage, est-ce qu'il y a encore vraiment de l'amour? Est-ce que ça valait le coup, de se mettre ensemble et ce genre de choses? Et alors là, vraiment, alors après, c'est vrai que le film, souffre un peu de son statut de film de commande, hein, Wilder l'a souvent dit lui-même, c'est une commande qu'il a acceptée de la Fox, que ses rapports à ce moment-là avec Marilyn Monroe étaient, quelque peu incendiaires, on peut bien le dire, hein, voilà. Et mais pour moi, voilà, il s'agit avant tout de l'adaptation d'une pièce de théâtre dont l'acteur principal, dont je vais vous redire le nom parce que je ne l'ai plus, donc Tom Ewell est également, l'auteur. Donc c'est lui qui est l'auteur de la pièce et qui joue ici, donc le rôle principal, hein, donc de ce mari, qui va être confronté au démon de midi.
Eh bien, voilà, c'est plutôt convaincant. Encore une fois, beaucoup de comiques de situation, même si on est quand même dans un humour, plutôt sage, hein. Je veux dire, voilà, ça pour le coup, on peut même dire qu'on est presque dans une comédie familiale, hein. Je veux dire, malgré, le côté un peu graveleux pourrait laisser supposer un peu un tel synopsis. Et voilà, ça reste gentillet, même si on a quand même des scènes, hein, séquences célèbres, hein, la jupe de Marilyn Monroe qui se soulève de la bouche de métro, d'aération, voilà. Ou alors, la séquence du piano fait quand même de très bons moments et alors je le disais, Marilyn Monroe qui en plus d'être, au sommet de sa beauté dans ce film est également, brillante, hein, dans le rôle de cette blonde ingénue, enfin même faussement ingénue, hein. J'ai même envie de dire que, c'est un peu les films qui pourraient faire taire les mauvaises langues à propos des blondes et tout est là. Et je veux dire la blonde, ça dit bien ce que ça veut dire. Il est question vraiment de briser les stéréotypes et donc voilà, je voulais terminer cette petite rétrospective Billy Wilder sur, pour moi du lourd, hein, 7 ans de réflexion. Alors évidemment, il y en a d'autres, hein, que je n'ai pas encore ici, mais que j'ai eu l'occasion de voir. Assurance sur la mort, certains l'aiment chaud, voilà. Mais, si vous avez déjà l'occasion, si vous ne connaissez pas Billy Wilder, de regarder, tous les films que je vous ai vus, même ceux que j'aime peut-être un peu moins comme Uniforme et Jupon court, eh bien vraiment, ruez-vous dessus, c'est du cinéma, bah, déjà c'est très drôle, c'est très pertinent, c'est très bien joué. Mais voilà, ici, c'est parce que je vous ai parlé souvent de ces comédies, de ces films de guerre, mais voilà. Wilder fait vraiment partie de ces grands auteurs avec un grand A du cinéma américain des années 50 et c'est vraiment, foncé. Alors, maintenant donc, on va, vite passer parce que voilà, parler de La Maison de la Mort de James Whale. Alors, je dois bien vous avouer que je n'ai pas un grand souvenir de ce film, non pas que je ne l'ai pas aimé, hein, je veux dire loin de là. Alors, on retrouve au casting Boris Karloff, hein, donc le monstre de Frankenstein, la momie, hein, donc de la Universal Monster. Et alors, on a également au second rôle Gloria Stuart. Alors, qui est Gloria Stuart? Eh bien, c'est la vieille dame, enfin, c'est Rose, âgée, dans Titanic. Et oui, la vieille dame du début. Voilà, c'est ça. Et c'est aussi, voilà, une actrice, hein, qui beaucoup œuvré dans les années 50-60, beaucoup de second rôles. Et alors, La Maison du Diable, honnêtement, je l'ai regardé il y a peut-être 3 ans et demi, mais je ne m'en rappelle plus tant parce que faut vraiment que je le revoie. Faut vraiment que je le revoie parce que j'ai le souvenir comme ça d'un peu une sorte de maison hantée, voilà, au milieu de nulle part, avec un couple de voyageurs qui trouvent refuge comme ça dans un manoir, voilà, assez étrange. Et il faut savoir que c'est également la deuxième collaboration entre James Whale et Boris Karloff après Frankenstein, voilà, donc le coup. Alors James Whale, c'est aussi un réalisateur pour lequel, j'ai une profonde estime, hein. Voilà, Frankenstein et la suite à La fiancée de Frankenstein, Bride of Frankenstein, vraiment des chefs-d'œuvre si vous ne les avez pas vus. Mais voilà, c'est malheureux, mais je saurais pas dire grand-chose sur la Maison, de la Mort parce que vraiment il faut que je le revoie. Il faut que je le revoie, que je une traite. Et alors ici, alors là, on est de nouveau sur du très connu, donc je vais passer très rapidement. Une nuit en enfer, et oui, de Robert Rodriguez, vous connaissez, Harvey Keitel, Georges Clooney, Quentin Tarantino, Juliette Lewis. Et alors, bouffée de chaleur, Salma Hayek, et oui, je n'ai pas besoin de vous préciser, hein, la fameuse scène en question qui a marqué chaudement, dans tous les sens du terme, les esprits de Dorsley et mais voilà, donc Une nuit en enfer, pour moi, je dirais pas que c'est du plaisir coupable, quoique c'est de la bonne série B, parce que oui, pour moi, ça reste aussi de la série B. Alors, tout a déjà été dit là-dessus, hein, je veux dire, le film coupé en 2, hein, comme on dit. Donc, vous avez une première partie qui, pour le coup, est assez proche des films de Tarantino, hein, comme ça, film de gangster, burlesque et violent, hein, je veux dire. Puis, on bascule complètement dans le film d'horreur, on pourrait même dire dans le cinéma bis, hein, gore, etc. Alors, ça fait le café, c'est très efficace. D'autant plus qu'on a ici Georges Clooney,
dans un rôle, total contre-emploi qui ne refera plus jamais par la suite, hein, je veux dire. Donc comme ça, un rôle, de tueur à gages comme ça, que beaucoup considèrent comme son meilleur rôle. Mais également Quentin Tarantino dans le rôle du frère de George Clooney qui là joue vraiment je veux dire vraiment le pire psychopathe complètement fêlé, qui est, bon, je vais dire qu'il affectionne. Et alors Harvey Keitel, là, pour le coup, dans un contre-emploi, grand prêtre qui prône, je vais dire, la bonne parole, hein, bon, la fille est jouée justement par Juliette Lewis. Donc voilà, Une nuit en enfer, alors je suis pas fan, du cinéma de Robert Rodriguez, hein, je veux dire, loin de là, mais voilà, pour moi, ça fait le taf et puis, Salma Hayek, Madre de Dios, Salma Hayek. Bon, je vais m'arrêter là. Alors, là, du coup, donc, du très lourd, hein, Rebecca, donc, de Alfred Hitchcock, là, qui lui a valu l'Oscar du meilleur film. En fait, c'est pas vraiment lui qui l'a reçu, c'est le producteur David Selznick. Mais Rebecca, alors Rebecca, qui a priori semble n'avoir rien à voir avec les autres films d'Hitchcock, hein. Bon, je présente plus Hitchcock, il y a beaucoup de films à suspense, etc. Je sais bien que dit comme ça, c'est très réducteur, mais ici, on retrouve quand même pas mal de thématiques hitchcockiennes, telles que la question, je vais dire, de l'identité, hein, un personnage qui va se remettre en question, un peu identitairement parlant, qui est confronté aussi au mal, sans trop savoir pourquoi. Voilà, parce que c'est un cinéaste, on ne le dira jamais assez, qui questionnait beaucoup sur la nature humaine, Hitchcock. Et en plus, ici, on a de nouveau un beau portrait de femme, donc joué par Joanne Fontaine, qui le trouvera également pour. Enfin, non, le film est sorti un an avant, qu'est-ce que je dis dans Soupçon, Suspicious. Et alors, ici, voilà, donc on a déjà un petit peu, enfin, je veux dire, les thèmes des mystères, également de la mort. Voilà, il doit savoir que c'est une adaptation du roman de Daphné du Maurier. Je ne me rappelle plus du nom, donc c'est pour ça que j'ai regardé. Donc voilà, donc Rebecca, pas forcément mon Hitchcock préféré, mais voilà, très bon Hitchcock, tout simplement. Donc, à voir. Alors, ici, alors là, pour le coup, c'est une série, mais je vais vite passer dessus, mais vous la connaissez, c'est Watchmen. Voilà. Parce que, oui, je sais, je n'ai pas encore regardé la totalité de la série. Je n'ai encore vu que le pilote il y a quelques années, faute de temps. Tout ce que je sais, c'est que ça reprend la suite du film de Zack Snyder, hein, donc où on va suivre Ozymandias beaucoup plus âgé, joué par Jeremy Irons. Et donc, qu'il va être question de ce qui s'est passé à la fin de son plan. Mais voilà, je ne préfère pas trop en dire parce que je n'ai pas encore vu. Alors là, j'étais quelque peu surpris parce que tout à l'heure, en rangeant, je ne me rappelais plus que j'avais ce film, mais Star Trek Insurrection, voilà. Donc voilà le neuvième film de la franchise de Star Trek, bon, en ne comptant pas les reboots de J.J. Abrams. Eh bien, moi, honnêtement, alors je vous le dis tout de suite, je suis pas Trekkie, je suis pas un immense fan de la saga Star Trek, en fait, de la série de 66, je l'ai pas regardé au bout parce que, alors oui, je sais, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, ça a vieilli, c'est kitsch, etc. Mais j'ai jamais réussi à m'accrocher. Par contre, c'est pour ça que j'ai ce film. Star Trek, la nouvelle génération, j'ai plutôt bien aimé. On peut le dire, hein, c'est un peu Star Trek, la nouvelle génération, le remake de la série originale de 66. Voilà, on a des intrigues assez similaires hein, sur les voyages dans le temps, sur les différentes planètes et ce genre de choses, voilà. Mais et également les mêmes types de personnages, hein. Je veux dire, on a ici dans la nouvelle génération Data qui peut se voir comme l'équivalent robotique de Spock, hein, je veux dire très clairement. Mais voilà, Star Trek Insurrection, alors je sais bien que c'est pas le film le plus apprécié des fans, mais moi je l'aime bien. Voilà, ça reste bon popcorn movie, du bon space opéra, bien classique, dans tout ce qu'il est. Et ça m'a fait plaisir de le revoir parce que j'ignorais que je l'avais. Comme quoi le plaisir parfois du rangement et de faire cette collègue. Mais voilà, c'est du bon divertissement. Après, j'allais dire, à réserver aux fans, alors que j'en suis pas un. Mais je veux dire,
Voilà, en tant que film, ça se laisse regarder, c'est bon divertissement, bon space opéra et alors, bah, oui, bah, Patrick Stewart, hein, Jean-Luc Picard, voilà, quelques années avant qu'il ne fasse, le professeur Xavier, bah, donc c'était déjà bien. Alors ici, on va passer donc à une trilogie d'animation, bah, que j'aime bien, donc Dragon, lui par DreamWorks, c'est pour moi ce qu'ils ont fait de mieux, bah, tout simplement. Alors vous me direz, il y a Shrek, et Shrek, bon voilà, j'aime beaucoup la saga Shrek, notamment le deuxième qui pour moi est formidable, mais on restait quand même dans Shrek, dans du comique, dans du pastiche, enfin, la parodie. Ici, je veux dire, avec Dragon, on est quand même dans quelque chose de très sérieux, et en plus, on a une trilogie, je trouve, qui est très bien construite, où chaque volet monte en puissance, et c'est une saga, il y a un peu de tout, quoi, dans Dragon. Il y a de l'humour, il y a de l'émotion, il y a aussi de l'épique, il y a des batailles, notamment la bataille de la Fête du 2, qui est splendide pour un film d'animation. Bon, j'irai pas jusqu'à dire que ça se rapproche des sommets du Seigneur des Anneaux ou voire même de Braveheart, mais, en tout cas, on est vraiment sur du lourd et aussi beaucoup, beaucoup d'émotions, que ce soit en VO ou en VF on a, l'immanquable, je vais dire, Donald Renew qui, pour qui c'est, l'un des meilleurs doublages et cette histoire très touchante, je vais dire, entre Croque-Mou et donc Harold, voilà, qui s'étend tout au long de 3 films. Alors je le disais, hein, donc on est vraiment dans une trilogie qui monte crescendo. Voilà le 1er opus où il y a, nous suivons la rencontre entre Harold et Croque-Mou. Alors ici, 2e opus, voilà, Dragon 2, où là pour le coup, on voit Harold et Croque-Mou qui ont gagné en maturité et qui vont devoir faire face à une nouvelle menace sur le village. Et alors, si je ne dis pas de bêtises, bah, c'est là aussi dans le 2 que, c'est pas un spoil, ça fait partie de l'histoire, mais que Harold va retrouver sa mère. Donc je vous dis, on est vraiment dans quelque chose à la fois de très sérieux et de, voilà, très, très touchant et c'est ce qui me plaît dans la saga Dragon. Alors ici, Dragon 3 qui clôture la trilogie et oui, de main de maître, c'est Croque-Mou qui va rencontrer, l'amour avec une dragonne et ce qui me plaît beaucoup dans cette trilogie, c'est que c'est un peu le piège, hein, souvent, il y a cet adage qui veut que le troisième opus d'une trilogie est souvent le moins bon, voire même le plus mauvais. Ici, c'est pas le cas. Je trouve on reste vraiment sur le même, level de qualité de film en film et en plus, à chaque fois, c'est très bien construit. Donc le premier introduction, le deuxième voilà le sujet, hein, je veux dire et le troisième la conclusion et vraiment tout s'agence très bien. Bah, d'ailleurs pour ceux qui ne connaîtraient pas, cette, belle trilogie, je vous conseille pas de les regarder dans le désordre. Bah, vous me direz: «Une trilogie ça suit» et bon voilà, mais je vous conseille vraiment de les regarder vraiment l'un après l'autre, du 1 au 3 parce que vraiment on est dans quelque chose de très cohérent. Bah, c'est bien ça pour moi Dragon, c'est un peu l'équivalent DreamWorks de Toy Story. Alors je parle pas en termes d'histoire, de personnages et d'univers, mais en termes de construction narrative, parce que pour moi, Toy Story, je vais me faire lancer des cailloux, mais bon, ça reste une trilogie. Je dis bien trilogie, voilà, même si je sais qu'il y a un 5e qui est en route et que j'irai sans doute voir, mais bon, passons. Mais pour moi, on est dans le même degré de construction, voilà, dramatique, scénaristique, avec des personnages très étoffés qui, au départ, peuvent paraître stéréotypés, hein. Donc Harold, hein, on a le gentil garçon du village que tout le monde prend pour l'idiot du village justement, hein, le garçon qui est censé prendre la place de son père en tant que guerrier et qui s'intéresse à autre chose, qui est plus dans l'intellectualisme que, dans la guerre et tout ça, bah, c'est un vrai récit initiatique, hein, je veux dire Dragon, qui va s'étendre sur 3 films. C'est très bien construit, très bien amené. Alors je le disais, vraiment très touchant, mais pour vous dire, j'avais la larme à l'œil, au même titre que Donald Renew qui a avoué lui-même avoir la larme à l'œil, lors de sa dernière scène de Dragon 3. Mais voilà, regardez-le, c'est très bien fait, en plus en qualité d'animation, bah, je vous dis, pour moi, c'est le meilleur film d'animation DreamWorks. Les scènes de bataille sont impressionnantes, les scènes de vol de dragons aussi, j'en parle même pas, enfin, vraiment, pour moi, c'est du grand art, voilà. Donc, Dragon. Et alors ici, on repart de nouveau sur un grand réalisateur qui fait aussi partie de mes préférés, dis donc, avec Abel Ferrara, plus précisément New York, 2 heures du matin, Feel City, qui correspond à la période, bah, la première période comme ça très sombre d'Abel Ferrara,
que Abel Ferrara est un réalisateur qui, bah, un peu à la Cronenberg, a un petit peu le même parcours, c'est-à-dire qu'il a démarré un peu dans le cinéma, underground, limite seconde zone, avec des films comme ça très noirs, très gore, très violents, comme, Driller Killer, hem, Mrs. 45, dont le titre français est plus connu, L'Ange de la Vengeance et donc Fear City, New York, 2 heures du matin, avec à chaque fois comme ça des histoires de voilà, de meurtres, de viols, et cetera. Bah, Driller Killer qui est un peu, Massacre à la tronçonneuse version perceuse, ça bien que le propos et le sujet soient pas du tout les mêmes. Mais, voilà, donc ici on est dans un polar pur et dur, à New York, 2 heures du matin, où il est question de serial killer qui s'en prend à des prostituées, qui, met à mal le commerce, de 2 hommes d'affaires, entre guillemets, dont l'un est joué par Tom Berenger et en fait, leur commerce, ben, c'est un réseau de prostitution, voilà. Mais de prostitution gentille, on va dire. Ça qui est d'ailleurs assez particulier, c'est que, on voit qu'ils respectent les femmes qui prostituent, en quelque sorte. Mais ça, c'est voilà, si vous ne connaissez pas le Ferrara du début, voilà, Ferrara, c'est un cinéaste qui est également aussi très provocateur, très dérangeant, qui a été un peu à l'instar de ses personnages, très marginal pendant une grande partie de sa carrière, hein, il a été lui-même addict à, toutes les substances, les plus illicites qu'on puisse imaginer. Les conditions de tournage, notamment, celle de Bad Lieutenant, l'un de ses films les plus célèbres avec Harvey Keitel, ont fait beaucoup parler d'elle parce que, bah, parce que les prises de drogue, n'étaient pas factices du tout apparemment. Donc voilà, c'est vous donner une idée un peu du bonhomme, mais tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est bah, ici, dans le cas de Fear City, c'est du bon cinéma de genre. Alors, on est clairement dans de la série B. Euh, voilà, plutôt bien violente, bien gore, mais avec une intrigue qui se laisse suivre, le tout dans un New York comme ça, très sordide, très sombre. Ben, c'est important de rappeler que c'est le New York des années 80, dans lequel il ne faisait pas bon vivre. Et si vous regardez les thrillers new-yorkais de cette année-là, c'est un peu à l'image du New York d'avant, hein. Je veux dire, beaucoup de personnages louches, beaucoup de prostitution, etc. Ben, ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs que le film ait un peu inspiré le Maxine de Ty West dont je vous ai parlé, ne fût-ce que pour une partie un peu de son intrigue, hein. Mais donc voilà, donc belle porte d'entrée aussi pour ceux qui ne connaîtraient pas les films d'Abel Ferrara, parce que là, ça permet vraiment, bah, je veux dire, de bien connaître son œuvre et voilà, c'est plus sa dernière partie de carrière où il est plus parti vers un cinéma d'auteur pur et dur, tout en conservant quand même sa pointe de provocation. Et alors, autre film hein, donc, de Ferrara, donc China Girl, qui est pas forcément son plus connu et que moi j'aime beaucoup, qui est un peu bah, une sorte de Roméo et Juliette, mais version Backstreet, je vais dire comme ça, version rue. Et donc voilà, enfin, je vais dire avec, bah, je vais dire un jeune homme de Little Italy et une jeune femme de Chinatown, dont forcément les membres de la famille se détestent sur fond de guerre des gangs. Et encore une fois, bah, voilà, ça correspond à la période plutôt sombre et glauque de Ferrara. Alors c'est peut-être un petit peu moins puissant, je vais dire, que New York 2 heures du matin, ou même que Bad Lieutenant et King of New York, pour prendre ces 2 films les plus célèbres. Mais encore une fois, là c'est réalisé, je ne l'ai pas encore dit, mais de main de maître, hein, parce que Ferrara c'est aussi un réalisateur qui peut se montrer très aspiré, qui va filmer comme ça, je vais dire de façon très frontale, les villes de nuit en insistant sur les comportements plus que douteux de ses protagonistes, hein, que ce soit les prises de drogue, les tueries en tout genre, etc. Donc c'est vraiment un réalisateur qui a vraiment su dévoiler le cœur, je vais dire, hein, de ce New York comme ça crasseux et terrifiant, je vais dire, des débuts des années 80. Mais voilà, China Girl et New York 2 heures du matin, vraiment, tentez votre chance. Et encore une fois, ce sont 2 des films les plus abordables de Ferrara. Alors, ici, donc, on va passer à un grand classique s'il en est, que je n'ai plus vu depuis très longtemps. Quo Vadis, donc réalisé par Mervyn Leroy, hein, avec au casting Robert Taylor, Deborah Kerr, Leo Glenn et Peter Ustinov.
Peter Ustinov, bah, qui est un acteur que j'aime beaucoup et ici en Néron, moi je le trouve, vraiment bon. Alors je sais que certains et c'est pas faux, il cabotine, il est très, dans le théâtral et cetera. Mais, enfin je veux dire tout en ne cachant pas, je veux dire les pires contraintes du personnage et je veux dire on sent que voilà, il est, bon, le film traite un petit peu de ça et je veux dire Quo Vadis, du massacre, je vais dire, des chrétiens, donc pour, rebâtir, Rome. Donc Néron qui a, rendu responsable en quelque sorte les chrétiens de l'incendie de Rome. Voilà, tout un complot et le film joue beaucoup là-dessus. Alors on a également Robert Taylor et Deborah Kerr en couple. Alors je vous dis, ça fait longtemps que je l'ai plus vu, donc essayez aussi de m'en rappeler. La religion est également aussi au centre de l'intrigue et ça reste très classique en termes d'histoire, hein, je veux dire, c'est 2 personnages qui vont œuvrer pour le bien commun, mais voilà, ça fait un peu partie de ces grands péplats, hein, de ces années-là, les Ben-Hur, les 10 commandements, en fait, deuxième version, hein, de Cécile B2000, Samson et Dalida, enfin vraiment tous ces péplats comme ça, c'est Spartacus, tous ces films à très gros budget, en fait, pour l'époque, hem qui a abreuvé Hollywood, mais qui ici, je trouve, s'en tire vraiment très bien et voilà. Mais il faut que je le revoie. Alors je vais terminer cette fois-ci avec, ce que certains considèrent comme un classique. Alors, Mort au vif de Sam Raimi, la belle édition s'il en est, donc avec Sharon Stone, Gene Hackman, Russell Crowe et un petit jeune du nom de Leonardo DiCaprio. Alors, ben, voilà, pareil, Sam Raimi, c'est un réalisateur, ben, j'apprécie beaucoup, pas la peine de le présenter, hein, voilà, hein, bon. Et donc ici, Sam Raimi s'essaye au western pur et dur, mais au western à sa manière. Alors c'est un film, je m'en suis rendu compte, qui contrairement à ce que je pensais, fait pas forcément l'unanimité. Déjà à l'époque, il n'avait pas été très bien reçu. Bah, parce que, bah, Sam Raimi, fait, le western à sa sauce, quoi. Donc c'est-à-dire que, bah, déjà on a des plans, hein, je veux dire un peu à la Evil Dead, hein, c'est-à-dire des plans comme ça, très, décadrés ou alors des gros zooms comme ça, je vais dire assez rapides, assez brutaux même comme ça, sur l'horloge pour indiquer, le passage du temps, avec pas mal aussi de bruit cartoonesque. Le fait aussi que les morts en elles-mêmes, hein, je veux dire, on va voir, hein, ce plan qui est devenu très célèbre, on va voir une balle qui va traverser le crâne, je vais dire, l'adversaire jusqu'à ressortir de l'autre côté, enfin, qui est à la fois très violente et en même temps, très fulgurante, mais ça a toujours été un réalisateur, de l'audace formelle, hein. Je veux dire Sam Raimi qu'on retrouve dans quasi tous ses films, hein, c'est Spider-Man, c'est Evil Dead. Bon, peut-être un peu moins dans un plan simple où là, on a une réalisation beaucoup plus sobre, voilà. Mais voilà, mort ou vif, alors on a une histoire, hein, de vengeance assez classique, hein, une jeune cowgirl, là, je vais dire comme ça, Sharon Stone, qui revient pour venger la mort de son père, tué par un shérif sadique joué par Gene Hackman. Tiens, tiens, c'était le cas d'impitoyable. Où elle va utiliser sa vengeance, je vais dire, lors d'un tournoi, comme ça. Mais voilà, moi je trouve que le film, bah, déjà est plutôt bien réalisé. Alors oui, il est provocateur, mais il faut savoir que voilà, c'est Sharon Stone elle-même qui est allée chercher Sam Raimi, qu'elle est également, en plus d'être actrice principale, productrice du film et Sam Raimi, bah, elle l'a fait à sa manière en quelque sorte. Alors encore une fois, il y a une scène qui aujourd'hui est jugée, on dit un peu problématique où, bah, une scène d'amour qui, bah, est assez torride, hein, quand on y pense comme ça, entre Sharon Stone et Russell Crowe, où c'est, Sharon Stone, hein, on va dire, qui séduit Russell Crowe. Bon, on le sait, Sharon Stone a, Basic Instinct oblige, collectionné comme ça les rôles de femmes, bah, assez, un peu allumeuses, hein, je veux dire, ou en tout cas comme ça, très portées sur la chose, même si ici, voilà, on a un personnage quand même de femme vengeresse, hein, je veux dire une femme qui sait ce qu'elle veut, qui sait comment obtenir ce qu'elle veut, mais aussi qui sait, faire preuve d'une très belle profondeur. Voilà, donc Mort ou vif de Sam Raimi, petit bijou, que je vous recommande, et c'est là-dessus que je vais m'arrêter après, 1 h 08 déjà de vidéo, mine de rien, mais voilà, il y avait beaucoup, beaucoup de grands réalisateurs à évoquer aujourd'hui. Il y a Billy Wilder, Abel Ferrara, Alfred Hitchcock, voilà, en fait, surtout Billy Wilder et beaucoup de grands films aussi à parler, hein, voilà. Mais en tout cas, ça me fait toujours plaisir,
de, faire ce concept. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous pensez des différents films abordés, si vous êtes d'accord avec moi, si vous voulez les voir ou pas. Voilà. Quant à nous, eh bien, donc on va se retrouver très bientôt pour, Alien Romulus que je compte aller voir ce dimanche, voilà. Ensuite, il y a toujours les vidéos sur lesquelles je travaille, donc sur La femme, sur la lune de Fritz Lang. Et également, vous pouvez le voir ici, la trilogie, d'Apu de Satyajiré que je me réjouis de vous parler. Évidemment, hein, suivez-moi, hein, sur, les différents réseaux Facebook, X, Instagram. Et quant à nous, bah, on se retrouve bientôt et je n'ai plus qu'à vous souhaiter, une très bonne fin de week-end et une bonne semaine, voilà. Salut, salut, ciao.